Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Dans ce numéro, nous allons revenir sur la crise liée à l'épidémie de Covid-19, une crise qui touche tous les secteurs de l'économie, une crise qui nous met à mal, mais qui nous pousse aussi à chercher des solutions, à prendre notre destin en main. Les femmes et les hommes que vous allez découvrir maintenant ont un objectif en commun, faire barrière à l'épidémie de coronavirus. Au sommaire ce soir, enquête sur la course aux masques liée à la crise sanitaire. Depuis le 9 avril dernier, les Ivoiriens qui habitent dans le Grand Abidjan ont l'obligation d'en porter. Conséquence, chacun cherche son masque, masques importés ou masques fabriqués localement. Des milliers d'unités sont produites chaque jour en Côte d'Ivoire par des couturiers, des industriels ou de simples bénévoles. Tous sont sur le pont. Puis nous vous présenterons des entrepreneurs qui cherchent des solutions concrètes pour faire face à la crise du coronavirus. Solutions pour protéger les personnes en première ligne, pour s'approvisionner en produits de première nécessité, pour apprendre à distance aux élèves privés d'école ou encore pour informer et dépister le grand public des solutions innovantes 100% africaines. 9 avril dernier, le gouvernement ivoirien rend obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Dans le même temps, l'État commande 138 millions de masques à l'étranger afin de les distribuer gratuitement à la population. Pour l'instant, 26 millions auraient été livrés. De nombreux acteurs ont pris les devants et se sont lancés dans la fabrication locale de masques afin de répondre à la forte demande. Coronavirus, des masques à tout prix. Un reportage de Thomas Digobadia et Oscar Noël Sangan. À tous les feux rouges d'Abidjan, c'est désormais le produit star. Covid-19 oblige, ces vendeurs de rue ont cessé de vendre verres, assiettes et autres gadgets pour se reconvertir dans les masques de protection, un business qui rapporte. À Abidjan ici, tout le monde cherche le cache-nez parce que c'est à cause de la maladie, le virus. En une journée, grâce au cache-nez, il peut gagner au moins 10 000, 15 000. Depuis le 9 avril dernier, les Ivoiriens ont l'obligation de porter un masque. Beaucoup ont recours au cache-nez bon marché vendu dans la rue. En ce moment, c'est difficile d'en trouver et ça coûte extrêmement cher parce qu'à chaque fois il faut le renouveler. C'est un peu coûteux, donc on préfère acheter ceux-là parce que là, ils sont à 500. Donc là, c'est encore plus rentable pour nous. Le masque, objet de toutes les convoitises. Sur le marché ivoirien, on trouve désormais tout type de masques et à tout prix. Si une grande partie était jusqu'alors importée, de plus en plus sont fabriqués sur place. Qu'ils soient petits couturiers, industriels ou simples bénévoles, une multitude d'acteurs se mobilisent pour produire des milliers d'unités chaque jour, car la demande a explosé depuis la mi-mars. Particuliers, entreprises, personnel médical. Plongés dans cette course effrénée à la fabrication et à l'importation de masques. Nous sommes dans l'atelier de confection de Roger Bango, styliste ivoirien. Bonjour tout le monde. En temps normal, on fabrique ici des chemises et des costumes. Mais depuis quelques jours, un nouveau produit fait tourner les machines à coudre. Essaye de voir, est-ce que les formes là sont correctes? Essaye de tailler même, c'est grand. Il faut tailler pour diminuer. Roger Bango n'a pas hésité longtemps avant de se reconvertir en fabricant de masques en tissu. Un moyen pour lui de ne pas mettre la clé sous la porte. On nous a demandé de fermer les entreprises non essentielles, dont tout ce qui était confection textile, vêtements, chemises et autres. Donc on ne tournait pas du tout, on était carrément en pause. Et c'est quand on a commencé à produire les masques qu'on a rappelé cette petite équipe-là. Ces couturiers fabriquent entre 700 et 1000 masques par jour. Des masques design griffés Roger Bango, vendus 1000 francs CFA l'unité. Quand on calcule le tissu, le fil, avec tout ce qui est dessus, tout ce qui est produit de désinfection, toutes nos charges, on est à moins de 300 francs de marge.
une marge relativement faible. L'idée pour le styliste n'est pas de dégager des bénéfices, mais plutôt de continuer à faire tourner la boutique, tout en apportant sa contribution face à la crise du Covid-19. Qu'est-ce que tu as comme livraison aujourd'hui? Pour écouler sa production, Roger Bango a mis en place un système de vente en ligne sur son site internet. Chaque jour, il livre des centaines de masques à Abidjan, ainsi que dans le reste du pays, notamment San Pedro et Yamoussoukro. Mais l'entrepreneur peine à répondre à la demande. Quand on a posté ces masques-là, bon, tout de suite, il y a eu des milliers de commandes. Et là, j'avoue qu'on était vraiment dépassé par les événements. Et le truc, c'est que comme on est en équipe hyper réduite, on ne peut pas faire plus. Donc du coup, on est obligé de tenir cette petite équipe-là. D'ici quelques jours, Roger Bango va ouvrir un deuxième atelier pour augmenter sa capacité de production. C'est le nerf de la guerre pour les acteurs de ce nouveau business, qu'ils travaillent dans des unités de confection artisanale ou à échelle industrielle. Zone industrielle de Koumassi. Cette société textile a totalement réorienté sa production depuis que l'épidémie du coronavirus s'est installée en Côte d'Ivoire. Là, on est dans l'atelier de confection, qui est de base, c'était l'atelier de confection de t-shirts, qui a été reconverti en atelier de confection de masques. Ça s'est bien passé, hein? Oui, ça s'est très bien passé. Début avril, Hassan Yassine, le directeur général, réalise que le tissu utilisé pour la confection de ces t-shirts pouvait être efficace pour se protéger du coronavirus. C'est un tissu jersey 100% coton, entièrement fabriqué dans nos ateliers. D'accord. Donc c'est le tissu de t-shirt, hein, c'est du tricot, hein, c'est de la maille. Donc quand on a vu nos activités complètement baisser, on a commencé à se renseigner avec l'Institut national français de l'habillement, le CETEX en Tunisie qui nous a beaucoup aidés. On s'est rendu compte finalement que notre tissu pouvait servir à fabriquer des masques barrières. Après avoir testé ces prototypes dans des laboratoires spécialisés en Tunisie et en France, il en obtient la confirmation. Ces masques, réutilisables, filtreraient entre 70 et 90% des particules virales. Ces critères de protection lui permettent d'obtenir une certification de Codinorm, l'organisme national de certification. À l'heure actuelle, seules 3 sociétés en Côte d'Ivoire l'ont reçu. C'est des personnes qu'on commence à former le soir. Ça se passe bien, la formation. Donc d'ici une dizaine de jours, on pourra être en 3 x 8. Hein. Cette usine tournera bientôt 24 heures sur 24 et pourra produire jusqu'à 50 000 masques par jour. Au total, en ajoutant la production des autres entreprises certifiées, la production nationale de masques barrières en tissu pourrait atteindre plus d'1 million par jour dans les prochaines semaines. La production locale est capable de pouvoir aider l'État à faire face à la demande de masques qu'il y a en ce moment. Je pense que bien sûr toute la production locale, si elle s'y met, on est capable de produire énormément. Si les masques en tissu offrent une protection à minima contre le Covid-19, d'autres types de masques, comme les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 plus filtrants, restent les meilleures options pour se protéger. Mais ces masques, il faut les importer. Ce matin, dans le quartier de Trècheville, une livraison importante arrive dans les bureaux de Mohamed Iraki. Cela fait des semaines qu'il l'attend. Donc il m'a envoyé que 3 cartons. Dans ces cartons, des masques chirurgicaux en provenance de Chine. Problème, là normalement il y a 2200. la commande est incomplète. Ce patron d'une entreprise spécialisée dans les équipements de protection s'attendait à en recevoir 100 000. Il n'y en a que 8 000. Normalement je m'attendais à plus, mais malheureusement c'est que 3 cartons qu'on nous a livrés ce matin. Et c'est une commande qu'on a passée dans le mois de mars et qu'on devait avoir, disons, la première semaine d'avril, et jusque-là on n'a même pas 15%.
Ce chef d'entreprise importe, depuis peu, des masques chinois pour son business. Un vrai parcours du combattant. Sur le marché international, la demande explose. Les pays se livrent une concurrence féroce pour s'approvisionner et les intermédiaires sont de plus en plus nombreux. Conséquence, le prix des masques importés a littéralement flambé. Il a été multiplié par 10. Il y a 6 mois, on achetait ça, le paquet de 50, on le prenait à 1400, 1600. Ça dépend des fournisseurs et ça dépend des fabricants. Là, aujourd'hui, on les prend entre 15 000, 16 000, 17 000 le paquet. Et là, la raison, bon, il y a une pénurie mondiale, ça c'est un. De deux, il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire les sociétés qui fabriquent, nous, des fois, on n'a pas accès. Donc il y a d'autres intermédiaires, des sociétés chinoises, des sociétés européennes, qui achètent avec d'autres intermédiaires et chacun, il met sa marge. Et c'est la raison pour laquelle que ça vient ici, c'est cher. Malgré ces prix qui explosent, Mohamed continue son business. Il vend principalement 2 types de masques. Le plus vendu, c'est le masque chirurgical. Un masque anti-projection, c'est-à-dire qu'il retient uniquement les particules émises par celui qui le porte. Il faut le porter 3 à 4 heures, puis le jeter. Le masque FFP2 ou N95 qui protège dans les deux sens. C'est ce masque qui est utilisé par le personnel soignant. Il a une durée de vie de 8 heures environ. Cet arrivage-là, il y a 8200. Il faut compléter les paquets qui manquent. Et puis tu complètes. On a une livraison de 10 000 masques tout de suite. À peine arrivés, les masques ne restent pas plus de 3 jours dans ces locaux. Ils sont aussitôt livrés aux clients, car à Abidjan, la demande est en constante augmentation. Ça sort presque tout de suite. On n'arrive même pas à les stocker. On n'arrive même pas à les stocker. Il y a un besoin, il y a un énorme besoin. Donc c'est des masques déjà qu'on utilise, disons, pour une journée, parce que les gens, même malgré que c'est conseillé pour 3 à 4 heures, les gens, ils utilisent ça pendant une journée. Et là, vous imaginez quelqu'un, une société qui a 1000 employés, qui doit donner 1000 masques chaque jour, donc les 10 000 au bout de 9-10 jours, c'est déjà parti, ils doivent recommander encore. Aujourd'hui, il va réapprovisionner 4 entreprises. Sur la vente de ces masques, le patron réalise une marge de 10 à 15% en moyenne. Bien moins que certains revendeurs qui font flamber les prix. Ce même masque chirurgical vendu 500 francs l'unité par Mohamed Iraki, on peut le trouver jusqu'à 1500 francs pièce sur le marché, le fait de certains commerçants peu scrupuleux. Parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui font de l'importation de ces masques qui n'ont rien à voir avec ce métier, qui étaient dans d'autres secteurs. Et puisque maintenant, c'est les masques qui marchent, donc tout le monde profite et puis ils vendent ça à des prix exorbitants quand même. Des masques à des prix exorbitants que beaucoup ne peuvent pas s'acheter. Direction le quartier d'Andokwa à Yopougon. Dans les rues, phénomène frappant, personne ou presque ne porte de masque. La raison ? Le prix, souvent prohibitif pour les habitants de cette commune populaire. Face à cette situation, des associations se sont lancées dans la confection de masques pour les plus démunis. Dans cette école reconvertie en atelier, une quinzaine de couturières du quartier sont en plein travail. Essaye de tailler comme ça. Il faut qu'on fasse une arrondie. Et l'arrondie, tu vas la faire comme ça. Tu vois? Tu vas le couper ici. Pour qu'il puisse bien monter. Regarde, puis va ça. C'est ça qu'on veut au fait. Pour qu'il protège bien le nez et qu'il descend. Cette femme qui donne des conseils, c'est Rebecca Zoro, une célèbre styliste ivoirienne. Elle est la marraine de ce projet lancé par une association basée dans la commune. Habituée à dessiner des tenues pour des stars comme Beyoncé, elle travaille aujourd'hui sur un cache-nez que ses bénévoles reproduisent avec minutie. Elles sont là pour apporter les aides et en même temps apprendre la technique pour pouvoir en faire aide de leur côté, soit pour les familles, soit pour qu'elles puissent revendre aussi de leur côté pour avoir de l'argent. Parce qu'avec cette pandémie-là, rien ne marche, il n'y a pas vraiment d'entrée d'argent pour les couturières comme elles sont. Même pour moi-même en tant que couturière, c'est vraiment difficile. Non? L'objectif est bien de permettre à ces couturières de reproduire ces masques dans leur atelier afin de réorienter leur activité. Nous qui sommes les couturiers, c'est difficile, il n'y a pas de clients pour coudre les tenues. Donc avec ça, nous nous en sortons. Je vais le faire pour vendre et aussi donner aussi aux gens, pour les aider
Fabriqués le matin même, ces masques solidaires sont ensuite distribués aux commerçantes du marché voisin. Bonsoir, alors nous sommes là pour la distribution des masques. Il est important que nous portons des masques dans cette pandémie pour se protéger chacune de l'autre. Le coronavirus existe vraiment. Ça existe, c'est une réalité. Prenons garde, protégeons-nous contre cette maladie-là. Informer ces commerçantes d'Andoquois sur la réalité du virus, mais aussi leur permettre de se protéger avec un masque est essentiel. Car ces femmes, qui viennent ici tous les jours pour gagner leur vie, n'ont tout simplement pas les moyens de s'en procurer. On ne peut pas acheter des cache-nez. S'il y a 100 francs, il préfère les payer pain pour manger au lieu de payer cache-nez. Le cache-nez, ça ne rassasie pas. C'est pour se protéger. Mais le pain, lui, rassasie. Masques solidaires, masques importés, masques locaux en tissu et bientôt des masques fournis par l'État. 130 millions ont été commandés à l'étranger. Pour l'instant, seuls 25 millions auraient été livrés. En attendant, le pays n'a d'autre choix que de parier sur sa production locale. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Alain Niava, secrétaire général de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, Cyril Kessier, directeur technique chez Multipack et Mamadou Kouavogui, ingénieur textile chez Codinorm. Bonsoir messieurs. Et merci d'être là ce soir sur le plateau de Made in Africa. Alors, on l'a vu, de plus en plus de couturiers, de stylistes, d'industriels se mettent aujourd'hui à produire des masques. On se pose la question, un moyen de participer à l'effort de guerre face au Covid-19 ou de faire du business, ou alors les deux? De la production de masques. Donc, je dirais tout de suite, c'est à la fois un effort de guerre, mais c'est aussi trouver la pitance journalière parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos activités sont tombées à moins de zéro. Et nous sommes en grande difficulté et les entreprises sont en train d'engranger des dettes plutôt que des bénéfices. Et donc, aujourd'hui, nous cherchons à préserver l'outil de production et nous cherchons surtout à épargner le petit personnel qui n'a pas de quoi se nourrir. Les couturiers, vous n'êtes pas les seuls à vous battre pour ne pas mettre la clé sous le paillasson. Il y a également les industriels comme vous, Multipack. Alors, c'est quoi la réponse que vous donnez à cette question? Effort de guerre, business ou les deux? Dans un premier temps, effort de guerre. Ouais. Parce qu'il faut dire que Multipack est une société qui travaille dans le domaine de l'emballage industriel et est pionnière aussi dans la fabrication des toiles non tissées, à la base de la fabrication des masques importés de Chine, des masques chirurgicaux. Et donc, fort de ce atout-là, la direction de Multipack a trouvé utile d'adapter son outil de production. Et aujourd'hui, nous avons une très belle capacité. Nous produisons près de 300 000 masques jour. Par jour, hein? Par jour. C'est compris. Est-ce que ce que vous faisiez avant, la production d'emballage, est-ce que c'est arrêté, c'est suspendu? Est-ce que vous avez reconcentré toute votre force de travail sur la production des masques? On n'a pas arrêté les activités. D'accord. Seulement que sur le marché, on a senti une baisse des commandes. Mais de vos activités, nos activités principales, d'accord. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire des efforts dans ce sens. Monsieur de Codinorm, on parle de masques en tissu certifié, on parle de masques en tissu non certifié, des masques en wax, des masques importés. Alors, on imagine que quand même, tous ces masques ne se valent pas. Avec la pénurie, on a tout type de masques sur le marché. Mais ces masques ne sont pas tous sans conséquences pour les utilisateurs. Alors, déjà, vous avez des masques qui sont certifiés. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité? Leur spécificité, c'est qu'ils ont été d'abord, contrôlés en laboratoire sur un certain lot. Ils répondent aux critères de respirabilité, c'est-à-dire qu'à travers le masque, il faut qu'on arrive quand même à respirer sans étouffer. Et dans le même temps, ils répondent aux protections contre les projections de particules, de salive. Ils ont été testés en lavabilité pour 5 cycles.
Donc, au bout du 5e cycle, les tests ont montré qu'il y avait des risques, que l'efficacité du tissu... On peut aller plus loin, voilà. mais bon, on ne garantit plus rien. Voilà. Alors montrez-nous donc les masques qui sont certifiés. Voilà. Voilà, donc on a celui-là. Voilà, merci. En tissu. Et celui-là, vous avez dit que c'est en jersey. En jersey. Voilà. Vous avez été certifié. D'accord? Alors, c'était quoi le processus? Ben, écoutez, dans un premier temps, nous avons dû réadapter notre équipement parce qu'il fallait faire un masque qui réponde à certaines spécifications physiques d'abord. Et donc, après avoir obtenu le produit, nous nous sommes rapprochés de Codinum et du ministère du Commerce et de l'Industrie qui nous a accompagnés. Est-ce que votre premier prototype a été validé aussitôt? Vous avez dû en produire plusieurs? Notre premier prototype a été validé aussitôt. Okay. Voilà. On a 2 laboratoires qui nous ont suivis, le laboratoire Enval Laboratoire et le laboratoire national de santé. Ce sont les laboratoires que vous avez vous-même recommandés. Alors, à qui ces masques sont-ils destinés? Ce sont des masques barrières destinés au grand public. Ce ne sont pas des cache-nez, c'est des masques barrières, selon la norme AFNOR. Chaque jour, vous produisez combien à peu près? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure? On a une capacité de production de 500 000 max, mais... Par semaine? Par jour. Par jour? Oui. Donc rien qu'en 10 jours, on a 5 millions de masques? En un mois, on a 15 millions de masques. Ça, c'est notre capacité actuelle. Mais il faut dire que nous devons nous adapter aux besoins du marché. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, capacité? C'est ce que vous pouvez faire? Capacité installée. OK. Mais chaque jour, à la date d'aujourd'hui, vous produisez combien? 120 000, 150 000 masques par jour. Donc, vous allez monter si la demande monte? Bien sûr, on n'attend que ça. Mais alors là, dans le reportage, on nous disait qu'il y avait encore des besoins et que l'État est en train de commander. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des commandes de l'État, concrètement? Ben, écoutez, nous, on espère franchement que l'État fera un geste pour le tissu économique ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons en Côte d'Ivoire d'entreprises, pas forcément d'entreprises industrielles, mais aussi de couturiers qui sont capables de mettre à la disposition des Ivoiriens un outil efficace pour la lutte contre le Covid. Alain Niava, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur les forces vives du pays? Tout à fait. Tout à fait. C'est d'autant plus urgent que l'État fera des économies plutôt que de commander des masques à l'étranger. Oui. S'appuyer donc sur les ressources locales, à savoir les couturiers, les stylistes, les créateurs, le simple tailleur et même les industries pour pouvoir produire donc, ces masques barrières-là. À notre niveau, au niveau donc, de l'ACMCI, qui est l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Combien de membres? Nous sommes actuellement 54 membres, mais nous fédérons d'une manière générale 5000 couturiers en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous mettons à disposition donc, la force vive, la capacité donc, de production donc, de nos entreprises pour pouvoir créer donc, cette provision de masques-là, de sorte à ce que la population soit protégée. On n'a pas forcément attendu qu'il y ait un appel forcément clair pour demander aux couturiers ou aux industries de se reconvertir. On a quand même eu à anticiper. Effectivement, il faut dire qu'à notre niveau, vu que nous avons pu bénéficier des expériences des pays précédents, puisque la maladie évoluait de manière graduelle jusqu'à arriver en Afrique, nous avons tout de suite pris la mesure du danger et nous y sommes mis. Voilà. Donc, vous voulez réagir? Vous avez anticipé? Je voulais réagir, tout à fait. Eh bien, c'est tout à fait normal que les gens se soient pris assez tôt. Mais après, il faut quand même organiser pour que ce qui sort sur le marché, ce qui est mis sur le marché, soit conforme aux spécifications. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas le cas pour tous les masques? Ce n'est pas le cas pour tous les masques. Deuxième point, même pour les masques certifiés, il faudrait penser à beaucoup communiquer sur l'utilisation du masque. Parce que le masque, en lui seul, ne fait pas barrière. Et il vient en complément des gestes barrières précédemment cités. Et en plus, il faut savoir l'utiliser, savoir l'entretenir. Parce qu'un masque qui est mal entretenu, c'est comme si on n'a pas porté de masque. Oui, c'est toujours là. C'est nul. Et comme disent les juristes... Maintenant, pour les masques non certifiés, il faut se dire que si le masque n'est pas certifié, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui le porte ne prend pas de précautions parce qu'il pense qu'il est protégé.
Et ça, c'est encore plus grave. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les masques de vos couturiers peuvent être dangereux pour la population? On n'a pas ce sentiment-là. Honnêtement, c'est vrai que la certification aujourd'hui est une nécessité, mais il faut comprendre une chose, c'est que nos ateliers actuellement ont besoin de survivre. Donc du coup, vu la demande qui est très forte, nous en produisons ça et là. Pour ceux qui sont les plus outillés, ils se rapprochent un peu plus des certifications. Donc des normes. Et des normes pour pouvoir donner à la population un petit peu le produit dans ces normes. Mais il y a beaucoup de personnes, hélas, que nous ne contrôlons pas, qui vivent dans les dédales et qui produisent. Et ça se retrouve sur le marché. Et si la population n'est pas informée, automatiquement, elle prend le premier masque venu. Un dernier mot pour vous, Cyril Kessier, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je vous sentais trépigner d'impatience. Bien sûr, en fait, j'avais voulu insister sur l'aspect qualité des masques. C'est très important parce que le masque, lorsqu'il est fabriqué dans des conditions qui ne respectent pas certaines exigences, peut être vecteur de maladies. De ce que vous disiez, il faut énormément communiquer. Voilà. Donc, en tout cas, on a bien noté que vous connaissez bien les normes pour produire des masques certifiés. En tout cas, merci pour tout. On l'a vu dans le premier reportage, découragement n'est pas ivoirien. De nombreuses personnes, de nombreuses entreprises s'activent aujourd'hui pour produire des masques et sensibiliser les populations. C'est le même état d'esprit qui guide les jeunes entrepreneurs que vous allez découvrir maintenant. Ils n'ont qu'une obsession, trouver des solutions. Pour eux, pandémie rime avec envie. Envie de faire bouger les lignes et de créer ou de renforcer des business pour faire face à la plus grande crise sanitaire de l'histoire. Les start-upers face au Covid-19. Un reportage de Yao Sanson, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. En cette période de coronavirus, ce livreur ne connaît pas la crise. Il enchaîne les livraisons, comme celle-ci, dans le quartier d'Angré. Des livraisons particulières. Dans son coffre, des feuilles de patates et bien d'autres vivres qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Des produits commandés par cette cliente pour une raison bien précise. J'ai mon masque, on me vient me livrer à la maison. Je veux dire, je ne touche rien, je n'ai pas de contact. C'est avec lui, mais bon, on a respecté la distance. Mais au marché, ce n'est pas toujours évident. Voilà, ce n'est pas toujours évident parce que je vais peut-être toucher de quelque chose. Je ne vais pas peut-être penser systématiquement me désinfecter les mains, je portais ça aux yeux, alors que c'est ce qui est interdit. Ils sont de plus en plus nombreux, comme cette femme, à avoir recours au service de cette start-up ivoirienne, spécialisée dans la livraison de produits vivriers. Un moyen d'éviter les risques de contamination dans les marchés bondés d'Abidjan. C'est dans la fourmilière du marché Goro d'Agamé que nous retrouvons notre livreur. Ici, les mesures barrières peinent à être respectées. Ces mesures ne sont pas suivies à la lettre par nos populations et ce qui rend le marché plus risqué qu'un supermarché par exemple. Masque et gel hydroalcoolique ne le quittent jamais, lui qui prend chaque jour le risque d'être contaminé. Dans ce magasin, il vient récupérer des ignames pour une commande. Bonjour chef. Des commandes qui se sont multipliées depuis le début de la crise sanitaire. Avant l'avènement de la pandémie, on venait à moins de 10 fois par jour. Mais depuis que ça a commencé, on vient plus de 10 fois ici par jour. C'est sur le toit de cet immeuble de la Rivera 2, dans ce petit espace aussi exigu que le garage où démarra un jour Steve Jobs, que se trouvent les bureaux de la start-up. Yao Marcel, le fondateur, a lancé ce service de e-commerce sur fonds propres il y a 4 ans, avec 1,5 million de francs CFA. Ce matin, séance de brainstorming sur la prochaine campagne de publicité pour les réseaux sociaux. Maintenant, le panier. La position du panier, c'est bien, mais je souhaiterais que tu positionnes le panier en haut ici, juste sur le texte. On va essayer de voir un oui. En haut, juste ici. Voilà. Ici, sur le visuel, on voit des pieds. On voit 2 pieds qui symbolisent en fait le mouvement. Et ce mouvement-là, en fait,
On aurait dû mettre une croix rouge là-dessus pour demander aux populations de ne pas faire ce mouvement, de ne pas sortir de leur maison. Parce que si les pieds sont nus, il n'y a pas de chaussures. Donc c'est dangereux en fait de sortir. Depuis le début de l'épidémie, la start-up a vu son chiffre d'affaires augmenter de 30% sur chaque commande. Elle empoche une commission de 15% négociée auprès de ses fournisseurs. 500 produits peuvent être commandés via l'application pour smartphone ou par Internet. Un marché virtuel, comme si vous y étiez. Du plot au poisson magne, en passant par les fruits. Le panier moyen est de 30 000 francs CFA. Le directeur de la start-up note un engouement récent pour certains produits. Je peux citer l'ail, le citron, le gingembre et autres. Parce que certains auraient dit que ça pourrait lutter, ça pourrait permettre d'éviter le coronavirus. Voilà. Mais ce sont des choses à revoir, ce n'est pas confirmé. Et donc, même aujourd'hui, il y a certaines personnes à l'extérieur du pays qui passent des commandes pour leurs parents ici, localement, pour éviter que ceux-ci sortent pour se faire contaminer. Si cette start-up incite les consommateurs à rester chez eux, d'autres entrepreneurs réfléchissent à des solutions pour ceux qui sont obligés de sortir travailler. Dans le quartier populaire d'Abobo, on trouve une sorte d'ovni, un laboratoire d'innovation et de fabrication appelé Babilab. Le seul de ces types en Côte d'Ivoire, créé en 2014, soutenu et reconnu par le célèbre Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis pour son apport dans le domaine du numérique. Voici le patron des lieux. Ici, on est au Babilab. Donc, en période normale, nous faisons des activités qui tournent autour de la robotique, l'électronique, la programmation. Donc, c'est un laboratoire à visée éducatif. Donc, on reçoit divers jeunes ici, une cinquantaine en moyenne chaque jour. Et puis, ici, c'est notre salle de formation. Vu le Covid-19, on a carrément restreint tout ce que nous faisons vis-à-vis de la pandémie. Une salle de formation vide, mais à l'extérieur, des équipes sont au travail. Il s'agit d'une unité de fabrication de visières de protection. Des visières à destination du personnel soignant, des caissières et autres salariés dont le travail implique de nombreux contacts avec d'autres personnes. Leur utilité, protéger le visage des particules virales. En faisant les visières, ce que nous voulons, c'est effectivement de se maintenir en activité malgré la pandémie. Parce que l'idée n'est pas forcément de tout arrêter, mais de s'adapter au contexte. Donc c'est ce pourquoi on continue de fabriquer les visières tout en utilisant nos ressources habituelles. Ces ressources, ce sont ces machines, parmi lesquelles une imprimante laser d'une valeur de 500 000 francs CFA. Sa fonction, découper le support des visières, la pièce qui nécessite le plus de travail. Un exercice minutieux qui exige au préalable des essais. Si c'est mal fait, ça sera non seulement la perte du matériel qu'on utilise et on ne pourra pas refaire, donc on sera obligé de reparamétrer pour pouvoir faire, donc c'est un peu délicat. Donc l'idée est de mesurer de telle sorte que ça puisse respecter la quantité. En 1 heure, cette machine permet la découpe d'une trentaine de supports de visière. Dans la salle d'à côté, une autre machine fait le même travail, mais avec une autre technique. C'est une imprimante 3D. Sa particularité, une plus grande précision. Plus de 200 visières sont fabriquées ici chaque jour. Elles sont vendues 3 000 francs CFA l'unité. Ce livreur part livrer différentes commandes. Premier arrêt, le quartier de Cocody. Bonjour, merci, je vérifie. Moi je travaille dans l'administration, on rencontre plusieurs personnes, il y a des gens qui viennent nous voir et on est obligé d'être en contact perpétuel avec les gens. C'est la raison pour laquelle moi je me dis ça c'est mieux parce que ça protège les yeux, ça protège tout le visage en même temps. C'est pour aller au bureau avec. Pour cette cliente, ces visières vont être d'une grande utilité. Elle n'est pas la seule à profiter de la créativité des entrepreneurs ivoiriens engagés pour faire barrière à l'épidémie de Covid-19. Cette jeune femme vit la crise sanitaire avec anxiété, comme beaucoup d'Ivoiriens.
Mais depuis quelques jours, elle a trouvé sur Internet son déstressant. Un site, anticoro.ci, qui lui permet de se rassurer quant à son état de santé. En quelques clics, il est possible de s'auto-diagnostiquer en répondant à un questionnaire. On connaît plus ou moins les signes en fait, du Covid-19. Du coup, avec l'application, elle me permettra peut-être de voir un peu l'évolution de mon état de santé. Une fois le questionnaire renseigné, Anticoro délivre son diagnostic. Dans le cas de mademoiselle, soulagement, il ne lui est pas conseillé de faire un test de dépistage. À l'origine de cette idée, Nathanaël Yao, à la tête d'une start-up de e-commerce appelée Adjemin. La crise sanitaire a mis à mal son activité, mais cela ne l'a pas découragé. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il a décidé de mettre son savoir-faire au service de la lutte contre la pandémie. Pour ce faire, il s'est entouré de jeunes talents, patrons comme lui, de start-up. Tous ont investi dans le projet sur fonds propres. Aujourd'hui, une réunion est prévue. Au programme, les nouvelles fonctionnalités qui doivent être ajoutées au site. On a voulu intégrer le e-commerce pour permettre à la population de vivre un peu comme s'ils étaient un peu hors de leur domicile. C'est-à-dire commander, demander ce qu'ils ont envie et se faire livrer. Voilà. Il y a aussi le télétravail qu'on a intégré. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, à cause de la situation de la crise sanitaire, on ne peut pas sortir. Autant de solutions accessibles pour le moment uniquement sur le web, car ces entrepreneurs attendent l'autorisation des autorités pour que Anticoro devienne une application téléchargeable sur smartphone. On a besoin d'avoir une bonne collaboration avec les autorités locales, les autorités publiques en quelque sorte. Et je pense que vous êtes là, vous les représentez, on aimerait avoir un peu l'évolution des choses à ce niveau-là, en termes voilà, d'autorisation, d'utilisation des données à caractère personnel. On a déjà commencé à échanger avec les différents services concernés. Maintenant, on est en attente de retour. On espère que d'ici maximum une dizaine de jours, on aura un retour définitif. L'homme qui répond, c'est le secrétaire général de la Fondation Jeunesse Numérique. Il est le porte-parole des start-upers auprès des autorités. Cette application sera nécessaire dans la gestion de la crise. Je prends simplement l'exemple des hôpitaux. Nous avons peu d'hôpitaux. Si chaque Ivoirien qui ressent un malaise ou des symptômes se déplace vers l'hôpital, on sera submergé. Face à la pandémie, nombreux sont les entrepreneurs africains à parier sur des idées de business citoyens et responsables. Certains veulent même s'attaquer à un enjeu fort, poursuivre l'éducation de la jeunesse, privée d'école. Christelle Inkwame est la directrice pays de la start-up kenyenne Eneza Éducation. Depuis ses bureaux au quartier de la Riviera Golf, elle gère une équipe d'une dizaine de personnes. Tous travaillent sur une plateforme innovante appelée e-Educ. Alors bonjour à tous. Cette dernière permet aux enfants du CM1 à la 3e de suivre des cours sur leur téléphone portable par SMS. On demande à l'enfant de s'inscrire et de souscrire au service. Donc il souscrit au service à partir de son téléphone, peu importe le téléphone qu'il a, il n'a pas besoin d'Internet pour le faire. Et lorsqu'il contacte par SMS la plateforme, il reçoit ce contenu qui a été conçu ici, qui a été validé par le ministère. Et au fur et à mesure, il reçoit des quiz qui sont relatifs aux leçons qu'il choisit. Il faut débourser 60 francs CFA seulement par jour pour accéder à tous les cours. Ce service est disponible depuis 2 ans, mais c'est bien la crise du Covid-19 qui l'a mis sur le devant de la scène. Pendant cette période, on a vu notre activité vraiment progresser, surtout qu'on avait offert 2 semaines de gratuité aux utilisateurs sur l'étendue du territoire. Donc on a vu le nombre de visiteurs augmenter de près de 500%. Les utilisateurs, ce sont les parents d'élèves, soucieux de permettre à leurs enfants de poursuivre les cours malgré la fermeture des écoles. Ils sont 25 000 par jour en moyenne en ces temps de crise. Des personnes comme ce monsieur que nous retrouvons à son domicile. Est-ce que vous avez révisé ce matin? Anglais. Ok. Donc mettez à table pour travailler avant que maman n'arrive.
Son fils aîné, en classe de 3e, débute un cours de physique-chimie sur l'énergie cinétique. Après lecture de la leçon, il est soumis à un questionnaire en difficulté. Il fait appel à son père. Papa, Oui. qu'il fait là, ça revient à me revoir la question. Malheureusement, même en classe, c'est le problème des enfants. Ils ne lisent pas souvent les questions et puis commencent à répondre. Donc, quand tu ne lis pas tu n'as pas le libellé complet que tu réponds forcément, bon, en classe, ça ne va pas te renvoyer chose. Ça, c'est un serveur. Si on dit de mettre des lettres A, B, C, vous mettez 1, forcément, il vous ramène la même question pour vous dire, en fait, vous n'avez pas encore répondu à la question. Ce père exige 1 heure d'études sur e-éduc par jour pour ses enfants, avec à la clé des avantages, mais aussi des inconvénients. Des avantages, oui, puisque ça permet à l'enfant de travailler, vous aussi, ça vous permet de dégager. Et puis, quand ils ont fini, vous pouvez revenir prendre leur portable, regarder ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un avantage. Maintenant, inconvénient, comme tout serveur, puisque j'utilise un serveur, quand il y a du monde, il y a des problèmes de saturation, des messages qui ne viennent pas automatiquement. Un bug repéré également par l'un de ses fils, très exigeant. S'il y a des suggestions, améliorer le système de réponse déjà, ça me ferait plaisir parce que moi déjà, je ne suis pas quelqu'un de patient. Donc, quand ça met 5 à 10 minutes déjà, j'ai tendance à laisser. Nourrir l'esprit, nourrir le corps, protéger, mais aussi diagnostiquer. Peu importe leur finalité, les jeunes entrepreneurs ivoiriens du monde numérique rivalisent d'inventivité. Leur force, créer des réponses adaptées aux réalités du continent africain. Et sur le plateau, nous retrouvons Christelle Yen-Kwame, directrice pays de Eneza Éducation, Silla Adama Junior, chargé des programmes incubation et accélération chez Collab Innovation, et Lanciné Noubouya, responsable des innovations chez WeFly Agri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Made in Africa. Merci. Première question pour vous, que vous inspire ce reportage que nous venons de voir? Alors, quand même heureuse que le service puisse vraiment servir aux élèves pendant cette période de Covid-19, qui permet à l'enfant de continuer quand même d'étudier sous la supervision de son parent, mais permet de ne pas briser en fait ce cycle d'apprentissage que la maladie nous oblige en fait à subir actuellement. Alors, on l'a vu, il y a de multiples initiatives aujourd'hui qui émergent, des start-upers du numérique et du digital. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont des grandes crises que naissent des grandes idées? Oui, disons que c'est un peu dans la lancée de ce qui se faisait depuis un certain moment dans l'environnement ivoirien. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se donner à l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'idées qui émergent. Et comme la difficulté stimule l'innovation, bien entendu que la crise de Covid-19 a donné un grain de sel, une poussée pour permettre à ces jeunes-là d'émerger. Nous avons quand même un jeune innovateur ici sur le plateau. Il a bien moins de 25 ans, c'est Lanciné Noubouya. Vous êtes responsable innovation chez WeFly Agri, une application qui permet à l'origine de contrôler à distance sa production agricole grâce à des drones. Mais là, face à la pandémie, vous avez décidé d'adapter votre application aux besoins sanitaires. Vous faites quoi exactement et comment est-ce que ça marche, votre solution? Ce qui a été fait, c'est une adaptation de tout ce que nous faisions avec les drones. Donc, ces drones que nous utilisions avant pour faire des cartographies, des visites virtuelles et autres sur des plantations, oui, nous avons aujourd'hui modifié ces drones-là afin de pouvoir, à partir de ces drones, faire des prélèvements de température, de masse, faire de la sensibilisation des populations qui est le point le plus important même. Ça veut dire quoi? Quand vous volez au-dessus de ma tête, vous m'envoyez un SMS? Non, non, non. Avec les modifications que nous avons apportées, le drone est capable de véhiculer des messages par haut-parleur. Par haut-parleur, okay. en fait. Donc, alors, pour la température, comment ça se passe? Nous sommes 100, 200, 1000 personnes qui sommes en train de marcher. Vous identifiez les températures les plus élevées? Les personnes qui seront dans le champ du drone. Dans le champ, on est d'accord. Vous identifiez les températures les plus élevées. Voilà. Ensuite, si une personne a une température assez élevée, il va falloir qu'on interpelle cette personne.
Quand on identifie, c'est quoi le process? On identifie quelqu'un qui a une température élevée, ensuite Vu que nous avons conçu le dispositif et nous le mettons à la disposition des autorités, donc nous passons dans un cas où c'est les autorités qui les utiliseront et ils pourront intervenir et interpeller ces personnes et faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes à quelle étape aujourd'hui, Lanciné? Actuellement, nous avons fini le prototype et nous avons pu le présenter. Voilà, et les vidéos sont disponibles sur Internet. Et vous avez déjà eu vos premiers clients? Pas vraiment, puisque nous avons fait la présentation pour le gouvernement, pour nos autorités. Et jusque-là, nous avons eu le PNUD qui s'est intéressé à cela et qui s'est engagé à nos côtés. Donc, nous sommes en train de finaliser la signature du contrat. Comment vous réagissez aujourd'hui à cette façon de s'adapter au niveau de WeFly Agri? Oui, c'est la dynamique, c'est le geste à faire pour les entrepreneurs au niveau local. C'était déjà assez difficile avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui ont dû réduire et voire même arrêter certaines activités pour d'autres entreprises. C'était l'occasion de revoir l'environnement, saisir certaines opportunités. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous, en tant que centre d'accompagnement, nous accompagnons ces entreprises-là qui sont en pleine reconversion ou celles qui sont en quête de nouvelles opportunités. Alors, innovation pour innovation, WeFly Agri dont on a parlé, Eneza Éducation dont vous êtes la directrice pays, qui est une solution qui permet de faire des cours à distance par SMS pour les enfants. Aujourd'hui, avec cette situation sanitaire de Covid-19, on peut dire que vous avez été, par l'actualité sanitaire, propulsé sur le devant de la scène. Effectivement, on ne peut pas s'en réjouir si on veut se mettre du côté sanitaire ou du côté pandémie. Mais c'est intéressant de voir comment cette crise peut permettre à certains entrepreneurs de mettre certains services en avant. C'est intéressant dans la mesure où on nous offre d'autres alternatives. Donc, en tant qu'élèves ou parents d'élèves, à d'autres alternatives éducatives pour leurs enfants. Vous avez aujourd'hui combien de clients? Aujourd'hui, on a, alors c'est différent dans notre cas, on a 283 000 abonnés, c'est-à-dire des personnes qui sont venues une fois sur le service. Alors, c'est bien en Côte d'Ivoire. Hein? C'est bien en Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant, comme vous le disiez, 70% de ce chiffre a été seulement réalisé pendant la période du Covid. Alors, on a vu quand même le jeune garçon qui a clamé son impatience et qui aimerait que les réponses viennent un peu plus vite. Ça demande de booster peut-être les serveurs. Est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui qu'avec 70% de plus, de clients de plus, il va falloir faire quelque chose? Et qu'est-ce qui a été fait? Oui, déjà, je remercie le feedback de l'utilisateur. Je pense que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Alors, on est prêt aujourd'hui à accueillir un trafic important. Il faut noter toutefois que c'est un service qui marche par SMS. Donc, les enfants urbains sont très habitués à la réactivité du web. Donc, lorsqu'on clique un bouton, on aimerait avoir automatiquement la réponse. Pour vous, ce n'est pas seulement lié à cette situation de Covid-19, il y a un besoin, il y a une demande des parents en fait de faire de l'apprentissage en ligne à distance. Il y a un réel besoin dans la mesure où le parent n'a pas beaucoup de temps à accorder à son enfant. Non seulement le temps, mais aussi les compétences nécessaires parce qu'on n'est pas tous calés en EDHC ou en chimie, mais vous avez un support que l'enfant utilise déjà, qui est le téléphone portable, et à partir de ce support-là, l'enfant peut lui-même utiliser ce support-là pour apprendre davantage. On a découvert aussi une pépite digitale au cœur du quartier d'Avobo. Vous avez suivi le reportage avec nous, reconnu par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, donc c'est Babylab, avec du matériel 3D. C'est impressionnant quand même. Oui, il faut dire que je connais le Babylab depuis longtemps. Ils sont un peu les précurseurs et ils ont favorisé beaucoup de choses. Depuis 4-5 ans, il y a beaucoup d'initiatives de jeunes entrepreneurs dans le monde du digital, mais qui avaient du mal à être boostés parce que le consommateur, la quasi-majorité des consommateurs avaient du mal à sortir de les classes. Donc, du coup, le Covid est en train d'inculquer de nouvelles habitudes. Solutions numériques, initiatives de santé connectée, apprentissage en ligne, panier alimentaire. Alors, les solutions digitales doivent-elles être davantage déployées dans les grandes villes pour apporter les solutions? Cette crise nous montre vraiment en fait que nous avons besoin du digital. C'est une nécessité en fait dans notre quotidien. Et la preuve, c'est tout ce qui est fait avec le peu qu'on a. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher. Le peu qu'on a nous permet déjà de faire de grandes choses. Et ça part du simple masque de protection
à des projets plus complexes encore, des drones, des robots. Tous ces start-upers en général sont jeunes, alors c'est ça, cette créativité, cette jeunesse, en voici un, en face de nous, bourré d'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse est considérée comme étant un atout en général pour le continent? La jeunesse est un véritable atout. Véritable, avez-vous dit? Véritable, effectivement. Moi, de mon point de vue, c'est l'élément en fait de la chaîne qui manquait en fait. Et le jeune aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme connaissances disponibles, a une facilité d'adaptation qui lui permet en un rien de temps de sortir des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé il y a des années de cela. Voilà. Et c'est bien évident avec toutes les solutions qui sortent, qui fusent de partout. Voilà, la jeunesse est vraiment un élément très important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il faut davantage de solutions d'Africains pour répondre à des problématiques africaines? Oui. Alors, je rejaillis sur la question. Je pense qu'il faut des solutions locales parce qu'on a nos manières de fonctionner. On a notre process interne, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le digital ou dans l'agriculture, on a notre manière de fonctionner. Et vous êtes d'accord que quand on est installé sur le terrain, donc localement, on peut penser différemment que des solutions qui ont été créées ailleurs et importées? C'est clair, il suffit d'utiliser les smartphones, d'utiliser tout ce qui est outils technologiques. Ça n'a pas la même manière de fonctionner ailleurs qu'ici. On va prendre un cas simple pour répondre à la question de la résolution des problèmes en interne. Imaginez un planteur qui veut mettre de l'engrais, et actuellement, il prend son sac d'engrais et il verse. Alors, avec les outils technologiques qu'on développe ici, il a la possibilité, avec nos solutions, par exemple, de savoir où il faut mettre de l'engrais et à quelle quantité précisément il faut mettre de l'engrais. Collab, alors un dernier mot sur cet environnement qui se transforme aujourd'hui, cet environnement digital, numérique, d'innovation. D'accord. Il faudrait dire que c'est vrai que l'environnement avec le Covid a eu un bond d'accélérateur, mais aussi il y a l'encadrement qui n'y est pas. Donc il va falloir très rapidement pour l'État trouver un cadre pour accompagner tout ça, parce qu'il y a autant pour les masques, il y a des normes, autant aussi beaucoup de solutions font appel à des données à caractère personnel et d'autres pans de la sécurité, sachant même que dans notre environnement, le digital ou le numérique est très souvent associé à des pratiques qui ne sont pas totalement saines. Donc, il va falloir créer un cadre qui puisse redonner confiance aux utilisateurs. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à ce numéro de Made in Africa. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programmes sur RTI 1 et portez votre masque. À bientôt.